Donc, du coup, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, on accueille le cabinet L'Ami Lexel et donc son partenaire Alantra qui vont, dans la continuité de ce qu'on a commencé depuis début mars, nous parler cette semaine donc des enjeux plutôt juridiques concernant donc les opérations de levée de fonds, avec une petite introduction, on va dire, sur la partie boursière de ces enjeux, pour vous permettre d'avoir quelques bases pour vos stratégies, on va dire, à moyen et long terme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que ce soit plus simple. Voilà, donc on est parti pour, je pense, une petite heure et demie ensemble. Donc, bonne intervention, bonne masterclass et à tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran, tout le monde? Oui, c'est tout bon. Allez, génial, c'est parti. Eh ben, on est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui en tant qu'adhérent partenaire Game Only. Nous allons tenter de vous apporter un éclairage sur les enjeux d'une ouverture de capital à des partenaires financiers, donc alternatifs aux éditeurs. Nous savons combien ça peut paraître antinomique, parfois déroutant d'endosser le costume du businessman pour un dirigeant de studio, puisque votre ambition est souvent la même, créer du contenu qui plaise aux joueurs, une véritable expérience utilisateur, donc on est quand même assez loin a priori. Eh bien, nous avons l'ambition de vous montrer que les deux univers sont parfaitement compatibles. À partir de vos objectifs, qui vous sont propres, hein, comment les atteindre grâce aux bons outils, aux bons partenaires, en toute connaissance de cause, c'est en substance notre mission des 45 prochaines minutes. Alors, autour de cette table ronde virtuelle, nous sommes 5 intervenants de 2 sociétés. Tout d'abord, l'Ami Lexel, qui est un cabinet d'avocats d'affaires. Alors, ça veut dire quoi droit des affaires, en fait, simplement que nous traitons toutes les problématiques liées au droit qui peuvent concerner l'entreprise, donc du droit de la propriété intellectuelle aux contentieux commerciaux, du droit social comme de la fiscale, ou encore, bien entendu, et c'est le sujet du jour, le M&A et la bourse. Nous sommes une entreprise indépendante à taille humaine avec une équipe d'une centaine de collaborateurs et notre ambition est d'accompagner nos clients, les dirigeants des PME ETI qui nous font confiance, tout au long de la vie de leur entreprise. Donc de sa création, passant par sa croissance organique ou externe, pour parfois terminer par sa cession lorsque le dirigeant souhaite légitimement passer le flambeau. Alors pour l'Ami Lexel, Julie, Frédéric, vous voulez bien nous dire en 2 mots en quoi consiste votre métier? Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis Julie, je suis avocate au sein du cabinet L'Ami Lexel depuis bientôt 10 ans. Donc je suis dans le département Corporate Fusion Acquisition Bourse Finance et j'accompagne donc les entreprises dans leurs opérations de financement, levée de fonds, acquisition et aussi l'organisation de leur gouvernance et bien évidemment au quotidien pour toutes les opérations au jour le jour, qui impliquent des sujets juridiques. Et notre vision, c'est vraiment d'être partenaire des dirigeants des entreprises et de les accompagner main dans la main dans toutes les opérations de structuration et qui seront importantes pour leur développement. Voilà. Et je passe la parole à Frédéric. Bonjour à tous. Je vais essayer de rattraper un peu le temps de lancement. Donc pour ma part, Frédéric Dupont, je suis avocat associé au sein du cabinet L'Ami Lexel. On fait le même métier avec Julie. D'ailleurs, on collabore souvent sur des dossiers communs et j'ai la petite particularité de pouvoir tant accompagner des startups à fort potentiel ou dans lesquelles la société L'Ami Lexel croit et souhaite pouvoir les accompagner très early stage dans leur parcours, mais aussi toute la partie droit boursier, droit des marchés financiers pour pouvoir accompagner des sociétés qui envisagent la bourse comme un développement à terme et accompagner des acteurs boursiers dans tout leur parcours boursier. Génial, merci Frédéric. Et puis en ce qui me concerne, j'ai rejoint l'Ami Lexel il y a 3 ans pour accompagner les associés dans la gestion du cabinet et sa transformation digitale. J'ai auparavant eu cette chance inouïe de pouvoir accompagner le succès commercial de très belles franchises, mais ça c'était avant. C'est 20 ans de rencontres incroyables avec des studios, des aventures humaines, des projets un peu fous, des fours monumentaux aussi parfois, il faut bien le dire. Alors quand Bertrand de RSM nous a fait signe pour entrer dans l'aventure Game Only, j'avoue qu'on n'a pas hésité une seconde sur l'opportunité de faire
converger ces deux univers. Et puis Julie et Fred, on s'est dit, mais qui pour nous accompagner dans cet atelier? Eh bien, l'opportunité d'avoir Alantra à nos côtés s'est immédiatement imposée. On a des liens très forts avec Alantra, mais surtout leur positionnement sur l'écosystème et leur récente actualité faisait vraiment du sens. Olivier, Nicolas, je vous laisse nous dire que fait Alantra et qui vous êtes. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, Alantra, on est une banque d'affaires indépendante. Ça veut dire que nous sommes propriétaires de notre banque d'affaires et les services que nous dispensons sont des services totalement indépendants. D'argent, donc en ce terme, le terme banque d'affaires est un terme un petit peu extrapolé. On t'entend mal, Olivier. On est des entrepreneurs. Ça, c'est très important. On était tous préalablement dans nos carrières précédentes dans des banques d'affaires et on a pris l'initiative de monter Alantra, ce qu'on a fait donc toutes ces dernières années. Donc, on est des entrepreneurs comme beaucoup d'entre vous autour de ce call. On est très international, ce qui est très rare pour une banque d'affaires qui est spécialisée sur le secteur du mid et du small market, comme on dit. C'est-à-dire de sociétés qui vont des quelques millions de valorisation jusqu'à plus d'1 milliard, 1,5 milliard de valorisation. Et à ce titre, donc, on est présent sur plus de 20 pays, avec 24 filiales. On est plus d'une centaine d'associés, plus de 500 employés au total. On est également coté, on est coté à la bourse. Historiquement, on sera probablement double coté sur une autre place de cotation. Et on est très sectorisé, on couvre une quinzaine de secteurs, dont le secteur du gaming, mais également des secteurs très approchants du gaming, qui sont le secteur de la tech, le secteur du digital, le secteur de l'aéronautique défense, par exemple, où on retrouve un certain nombre de particularités, souvent dans chacun de ces secteurs, ils peuvent converger vers le gaming. Alors, on a eu la chance, comme l'a souligné Julie, Guillaume et Frédéric, d'être sur un certain nombre de transactions dans votre univers. On a récemment conseillé les fondateurs d'Azobo avec Nicolas lors d'une ouverture de capital minoritaire, et c'est un fonds d'investissement très familial qui s'appelle Sagard New Generation, qui est arrivé au capital en minoritaire. On a eu quelques temps avant, vous l'avez peut-être vu, conseiller la société Saber Interactive lors de son rapprochement du groupe Embracer. Donc ça, c'était en mars de l'année dernière, en plein début de Covid. Voilà, on a fait encore d'autres opérations dont vous pouvez voir les tombstones. On en parlera si vous voulez plus en détail. Voilà, et moi, à titre personnel, j'ai commencé ma carrière comme avocat, donc je connais bien l'univers de nos amis de Milixel, et j'ai basculé il y a plus de 25 ans en banque d'affaires. J'ai commencé ma carrière à la Banque Lazare, puis Odo, puis nous avons monté il y a plus de 6 ans maintenant la banque d'affaires Alantra. Et dernier élément, et je passe la parole à Nicolas, on est très proche des familles et comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'autres opérations qui ont été indiquées, on est proche des familles. Voilà. Et notre alarme incendie vient de s'allumer. Je pense que ça doit être un exercice. Comme ça. Je me mets sur mute. Je passe la parole à Nicolas, mais peut-être... non, voilà, c'est ça. Bon, ça tombe bien, ça s'est arrêté. Bonjour à tous. Moi, je suis donc Nicolas, je travaille avec Olivier en très grande proximité sur le secteur du jeu vidéo. C'est un secteur dans lequel je dédie à peu près 80% de mon temps. Donc je suis extrêmement actif aux côtés d'Olivier dans le secteur. J'ai une quinzaine d'années de métier de banque d'affaires dans les pattes, ayant commencé dans une autre maison qui s'est rapprochée d'Alantra en 2015. Grande fidélité à cette maison et à Alantra. Et je suis beaucoup intervenu sur des opérations de cession, d'ouverture de capital, et quand c'était pas dans le gaming, c'était toujours en grande majorité pour le compte d'entrepreneurs. Donc j'ai cette casquette de conseil de famille ou d'entrepreneur
qui est très forte et qui est vraiment qui m'est chevillée au corps et qui me tient à cœur dans les projets que je mène. Et Olivier l'a pas précisé, mais c'est également quelque chose qui est une de ses spécialités, c'est de travailler pour le compte d'entrepreneurs et de famille. Ce qui est important dans le contexte des opérations qu'on pourra évoquer, parce que on comprend bien les problématiques que vous pouvez rencontrer, qui peuvent être différentes de problématiques de grands groupes ou de fonds private equity dans le cadre de ce genre d'opération. Génial. Merci beaucoup, Nicolas. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et je laisse la parole à Julie. Merci Guillaume. Donc on va attaquer. Donc voilà, donc Mathilde, vous avez rappelé les petites règles du jeu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Guillaume a un regard attentif sur les questions qui seront posées et viendra nous les poser au fur et à mesure où on regroupera en fonction des thèmes qui sont soulevés. Donc c'est parti, j'ouvre mon capital, un petit peu les sujets qu'on va évoquer avec vous et sur lesquels on va échanger. Donc principalement notre ambition, c'était de vous présenter les enjeux, les objectifs, quels sont les bons réflexes à avoir en amont, quand est-ce qu'on s'apprête à faire une opération. On vous parlera également de la valorisation, qui sont les KPI et les éléments vraiment clés de la valorisation, comment se comporte le marché sur les entreprises du gaming. Les impacts ensuite, quand je décide de lever les fonds, quels seront les impacts sur la gouvernance, le fonctionnement quotidien de votre entreprise, le partage ou non du pouvoir. Et ensuite, Frédéric nous fera un petit peu une présentation et une introduction sur la bourse. Donc voilà, Nicolas Olivier vous parle du contexte M&A dans le gaming. Alors, peut-être pour démarrer quelques lieux communs, mais qui sont importants. C'est une industrie qui s'est évidemment beaucoup transformée dans les années récentes. Il y a un grand nombre de facteurs qui expliquent cela, que ce soit la digitalisation du secteur, l'émergence de grandes plateformes de distribution, l'émergence du cloud, l'évolution des technologies, l'émergence de modes de consommation des jeux, l'émergence du GAS, des jeux hyper casual côté mobile, l'émergence de la 5G, tout ça sont des transformations très profondes qui se sont accélérées dans les dernières années et qui aboutissent toutes finalement à une même conclusion qui est le besoin de contenu. Et le besoin de contenu il se fait ressentir un peu à tous les niveaux, que ce soit sur ces plateformes de distribution, que ce soit auprès d'opérateurs cloud, il y a un besoin, il y a une demande très forte de jeux, une demande de consommation qui est extrêmement forte, et donc ça se traduit par une demande de contenu qui est en croissance mois après mois. Ça a été évidemment renforcé par le Covid. Je pense que tous autour de la table, vous l'avez constaté dans vos KPIs. Il y a une demande qui est extrêmement forte, qui a une accélération très forte sur 2020 et qui a tendance à se maintenir sur 2021. Et toute cette tendance a provoqué une accélération des grands mouvements d'opérations financières pour des studios établis qui ont attisé les appétits d'investisseurs financiers et d'investisseurs industriels. Et ça a appelé également des fonds pour des studios plus petits, plus récents. Il y a eu un attrait du secteur et une accélération des disponibilités de financement pour les plus jeunes pousses. Donc cet influx de capitaux est extrêmement positif pour l'industrie, quel que soit le stade de maturité de l'entreprise en question. La seconde question, on a ce constat sur le marché qui est fort. C'est pour une entreprise, quel est le bon moment pour considérer une opération d'ouverture du capital. Alors, il y a autant de réponses que de cas d'entreprise en fait. Selon qu'on ait une entreprise qui est établie, qui est très mature, ou qu'on ait une plus jeune pousse, il y aura différentes considérations, il y aura différentes typologies d'opérations. Ça peut être on peut aller d'une opération d'amorçage, donc de recherche de fonds pour financer des jeux,
pour financer simplement une équipe, jusqu'à une entreprise qui sera à l'inverse très mature et qui voudra bénéficier d'un environnement de valorisation extrêmement favorable, et parce que c'est une entreprise qui aura déjà un pipeline de projets fort, qui aura déjà un track record de projets établi, sera très bien valorisé et répondra aux sirènes de valorisation élevée et sera plus enclin à opérer une cession à 100% de son capital. Donc il y a pas de bonne réponse à quel est le bon moment, si ce n'est un fondamental qui est clé dans quelle que soit l'étape de développement de la société, qui sera la structure de l'équipe, qu'elle soit bien établie, que l'équipe ait un track record et une expérience, qu'elle soit structurée. Et ça, c'est un point qui demeurera quelle que soit la taille de l'entreprise. Dans les paramètres qui sont à considérer au-delà de la maturité de la société, il y a effectivement quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut réaliser comme opération. Et donc là, on va retrouver des questions telles que la typologie de partenaires souhaités. Est-ce qu'on cherche un industriel? Est-ce qu'on cherche un financier? Est-ce qu'on cherche des gens qui vont être très passifs? Est-ce qu'on cherche des gens qui vont avoir une valeur ajoutée, une compétence qui peut aller de soutien au développement à du publishing, à ouvrir des portes si c'est plus des compétences techniques ou de support en QA ou autre. Il peut y avoir donc les objectifs, ça va également être le type de financement qu'on va chercher. Est-ce qu'on cherche à développer des jeux? Est-ce qu'on cherche à pousser une tech? Est-ce qu'on cherche à faire grandir une équipe? Est-ce qu'on a des considérations patrimoniales? Est-ce qu'on a des considérations d'intéressement de ses employés pour mettre tout le monde à bord d'un même projet? Est-ce qu'on a des problématiques de dilution parce qu'on cherche à capter de la valeur plus tard, demain, mais on a besoin de fonds aujourd'hui? Donc il y a un certain nombre de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte pour définir la typologie d'opération qu'on veut réaliser. Julie, tu as peut-être des points à ajouter? Non, écoute, c'est très, très complet et dans la lignée de ce que tu disais, justement, il y a un travail effectivement, une fois qu'on a cerné ces objectifs, c'est ensuite de les mettre un petit peu sur papier et de calibrer ses besoins. Et c'est là qu'il y a un travail d'anticipation, de travail en interne, accompagné généralement d'un conseil pour construire le BP, où vont aller les besoins de financement, de travailler aussi sur l'étude des différentes typologies de financement aux côtés de la levée de fonds, travailler sur un effet de levier bancaire qui va venir s'appuyer sur un apport en fonds propres qui va être apporté dans le cadre d'une levée de fonds. Donc là, c'est un petit peu, là aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail du process d'une levée de fonds, mais voilà, c'est d'insister un petit peu et de vous partager, nous, nos conseils sur l'anticipation, le travail de calibrage et de préparation de ces besoins pour les présenter en fait aux futurs investisseurs de vos entreprises. Donc justement, rapidement, je pense qu'on les a tous à peu près en tête, les différentes sources de financement. Et ensuite, je laisse la parole à Nicolas Olivier sur quelles sont les différentes typologies de partenaires investisseurs en fonction de vos objectifs et de vos entreprises. Donc, les différentes sources de financement, la banque, bien évidemment, la source de financement la moins chère. Le crowdfunding, donc là, ce sera certainement ciblé pour des entreprises plus en phase d'amorçage où il y a des besoins de financement sur des produits et des projets très ciblés et qui seront certainement, vu votre activité, bien trop limitée en fait pour les enjeux et les besoins, surtout que le crowdfunding est de toute façon assez cher à lever. Généralement, on a des enveloppes de frais autour de 20% en fonction des partenaires. Et donc, les deux sujets principaux qui nous préoccupent aujourd'hui, le private equity. Donc, quand on parle de private equity, on va regrouper ce qu'on appelle le fonds propre et le quasi-fonds propre. Donc, le fonds propre, c'est le capital. Donc, très classiquement, très simplement, pardon, c'est donc une augmentation de capital avec l'entrée d'un investisseur. Et ce qu'on appelle le quasi-fonds propre, ce sera des mécanismes d'obligation qui sont un financement généralement qui vient en complément de l'apport en capital, qui est en fait un prêt à la société avec comme garantie une conversion possible en capital. Donc, c'est pour ça que vous entendez parfois parler certainement d'obligations convertibles.
majoritairement. Et ensuite, la bourse, qui est également un mécanisme bien évidemment de financement, avec ses particularités, mais aussi des avantages importants que Frédéric vous présentera à la fin de cette intervention, avec une liquidité notamment extrêmement rapide et qui peut coller à vos projets de croissance importants. Nicolas Olivier, je vous repasse la parole. Oui. Alors, sur les différents types de partenaires potentiels, les premiers partenaires, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on cherche un financier pur ou un industriel? Les financiers, donc que ce soit des fonds de venture si on est early stage, ou que ce soit des fonds de private equity plus établis, c'est une communauté d'investisseurs qui a beaucoup évolué sur le secteur du jeu vidéo sur les dernières années, qui il y a quelques années percevait le secteur comme étant un secteur très risqué, parce que on était sur leur perception était un modèle vulgairement high risk, high reward, donc beaucoup de risques pour mettre des billes dans un jeu et espérer potentiellement que ça marche, et donc avoir un retour potentiellement important, mais également prendre le risque que ça se plante. Depuis quelques années, leur vision du secteur a beaucoup évolué, notamment parce que le secteur lui-même a changé. Par exemple, dans l'univers de la PC et de la console, le fait de pouvoir dérisquer un peu les jeux, d'obtenir des minimums garantis, de préfinancer, fait que les risques sont amoindris. Et tout ça sont des facteurs qui ont contribué à avoir un regain d'attrait de la part des financiers dans le secteur. Il y a eu un certain nombre d'opérations récentes où des financiers ont pris part à des tours de table de studios dans le secteur, sur les petites et les grandes sociétés, que ce soit l'opération de Asobo et Sagar qu'on mentionnait tout à l'heure, que ce soit Carlyle qui est rentré dans Jagex il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui sont rentrés chez des publishers comme Northedge Capital en Angleterre qui est rentré chez Catalyx. Il y a eu Perwin qui est rentré dans Sumo. Il y a eu des très grosses opérations avec Providence qui était rentré chez Bethesda. Vous avez également des family office qui sont rentrés dans des studios, typiquement Virtuos, qui se fait accompagner par un family office. Donc il y a une typologie d'investisseurs qui est assez large et qui s'intéresse à différents types de sociétés, à différents stades de maturité. Et puis vous avez évidemment tous les fonds de venture qui étaient là depuis plus longtemps et qui sont toujours intéressés, qui continuent de s'intéresser au secteur et même de plus en plus. Et donc là on retrouve des gens comme Kima, comme Serena, comme voilà, il y en a beaucoup. Et ce qui est intéressant également, c'est que les financiers finalement, l'origine géographique des financiers importe peu. Il faut avoir des financiers étrangers qui s'intéressent à des studios français parce que ce sont des gens qui vont avoir une thèse d'investissement sur le secteur plus que sur une géographie. Donc on peut trouver des gens qui sont malins, qui sont éduqués, qui se sont fait une vraie vue sur le secteur, et généralement ce sont des gens qui se font accompagner également d'experts du secteur, donc d'anciens patrons opérationnels dans divers studios, pour être intelligents sur le secteur. Et ce sont évidemment des gens qui savent parler à des entrepreneurs. Alors, de l'autre côté, vous avez des industriels qui eux vont avoir des approches très variés, aussi variés qu'il y a d'industriels. Vous aurez des gens qui auront envie d'intégrer des studios, vous aurez des gens qui auront envie de vous laisser extrêmement indépendants, il y a des gens qui voudront vous apporter des compétences, ou à l'inverse, des gens qui vous laisseront, comme je disais tout à l'heure, très, très indépendants. Donc là, il y a autant de cas que d'industriels. On pourrait revenir sur quelques exemples. La deuxième considération à se poser, c'est est-ce qu'on parle d'une opération qui est minoritaire ou d'une opération qui est majoritaire. Et vous n'aurez pas les mêmes implications en termes de gouvernance, par exemple, et en termes de valorisation. On reviendra sur la valorisation. C'est vrai que si on prend la gouvernance d'abord, et on y reviendra un peu en détail aussi, la gouvernance n'est pas la même, l'indépendance n'est pas nécessairement la même sur les deux typologies de deals. Notamment si c'est un industriel qui est aux manettes. Et on reviendra sur ces points parce que même dans le cadre d'opérations majoritaires, les industriels comprennent très bien l'autonomie qu'il faut laisser aux studios pour pas dénaturer leur créativité qui est vraiment le cœur du réacteur dans ce que vous faites.
Et la troisième question à se poser, c'est est-ce qu'on cherche un partenaire qui est actif ou quelqu'un qui est beaucoup plus passif? Et ça, vous le retrouvez tant dans les industriels que dans les financiers. Il y aura des financiers qui voudront vous accompagner pour accélérer très fort, vous mettre des fonds à disposition, peut-être vous accompagner dans le cas d'une opération de croissance externe, peut-être vous accompagner dans l'établissement d'une tête de pont dans une autre géographie ou dans l'entrée dans un nouveau métier. Et vous rencontrerez des investisseurs financiers qui seront très passifs et qui auront juste envie de mettre à disposition des fonds parce que vous savez mieux comment les déployer qu'eux. Donc on trouve les deux catégories et on trouve la même chose chez les industriels. Vous aurez des industriels très passifs, des gens comme NetEase, Tencent sont des gens qui sont capables d'être très laissés complètement autonomes. Dans d'autres cas, ils mettront à disposition leur panel de services. Et vous aurez des gens qui sont au contraire extrêmement hands-on et qui peuvent vous aider en mettant à disposition ou en vous intégrant beaucoup plus dans leur univers. Donc il faut bien prendre en compte un peu tous ces paramètres avant de se décider sur une opération et avoir bien établi le plan de marche pour savoir à qui on s'adresse, parce qu'on n'aura pas les mêmes discussions, on n'aura pas les mêmes valorisations, on n'aura pas les mêmes problématiques de gouvernance, selon qu'on parle à une typologie d'investisseur ou à une autre, à un schéma d'opération ou à un autre. Donc ce sont des éléments clés à avoir en tête avant de démarrer toute opération. Et trois éléments importants qu'on souhaitait vous partager sur les financiers, et qui sont nécessaires pour les intéresser en fait à vos projets et à investir. C'était les faire adhérer du coup à un projet et au management, leur assurer une profitabilité et une liquidité. Donc sur le premier point, les faire adhérer à un projet qui sera un projet de croissance. On y reviendra, Nicolas, Olivier vous parleront tout de suite après des éléments de valorisation qui sont au cœur du sujet d'une levée de fonds. Voilà, mais c'est important l'aspect croissance qui devra être rempli, bien évidemment pour les entreprises qui sont en phase d'amorçage, mais également celles qui sont plus matures. Il y aura un projet à proposer de croissance, de développement aux partenaires. Et ensuite, le management, l'équipe sera extrêmement importante et au cœur du développement, la clé de la réussite de votre projet, bien évidemment. Donc ça, c'est important de capitaliser, voilà, de raconter aussi l'histoire, le rôle de chacun. Et aussi, Nicolas parlait que les opérations de levée peuvent être le moment aussi d'intéresser les managers clés de l'entreprise. Et ça aussi, ça fait partie des éléments qui vont rassurer vos futurs partenaires. Leur assurer une profitabilité, c'est en lien avec le projet de croissance. Voilà, de travailler quand on calibre ses besoins, quand on définit son projet. Ce qui sera important, c'est de définir une stratégie vers une création de valeur qui intéressera le partenaire qui vous rejoindra. Et ensuite, l'aspect liquidité. Alors là, il variera beaucoup en fonction de la typologie de partenaire que vous choisirez. Très classiquement, un investisseur financier, un fonds, a une contrainte de liquidité qui sont dans le monde de la finance compris entre 5 et 7 ans. Ce qu'on peut vous partager aujourd'hui, c'est que dans le domaine du jeu vidéo, compte tenu des contraintes, la durée de création d'un jeu, les partenaires aujourd'hui investisseurs ont pris en compte cette contrainte et sont prêts à accompagner les entreprises dans le gaming plutôt sur des horizons à 6-7 ans, donc en rallongeant la durée pendant laquelle ils vous accompagnent. On a aussi des typologies de fonds que Nicolas a évoquées, des family office qui là pour le coup auront moins de contraintes parfois de liquidité avec des horizons d'accompagnement plus long terme et on n'aura pas cette obligation de faire une opération à horizon court terme. On reviendra aussi dans la deuxième étape lorsqu'il faudra préparer la sortie et la liquidité de votre partenaire. Et voilà, c'est vraiment les 3 points clés qui sont importants. Alors, sur les aspects de valorisation, encore une fois, chaque cas est spécifique. On ne peut pas vous donner une règle en disant vous faites telle performance, vous valez tant. Ce serait une très mauvaise approche. Nous, on a énormément d'éléments
en regardant toutes les opérations qui se passent dans le marché, en regardant à combien sont valorisées les sociétés cotées, ce qui peut être approprié comme benchmark de valorisation pour vous ou non. Et finalement, ce qui compte, c'est vraiment de rentrer dans votre projet et pour déterminer quelle est la bonne valorisation. Donc, plutôt que de vous donner des chiffres en vous disant ça vaut X fois tel indicateur, le chiffre d'affaires, la profitabilité ou autre, ce qui sont des approches qui sont évidemment très importantes et qu'on va déployer au cas par cas quand on travaille sur la valorisation d'une société A ou d'une société B, on peut pas généraliser. Les facteurs qui sont communs à toute approche de valorisation, ce sont ceux qu'on a un peu présentés ici. Et ça va être la qualité de l'équipe, la vision et les projets portés par l'équipe de fondateurs, la maturité. Une société qui aura shippé plusieurs jeux, que ce soit des créations originales ou que ce soit du work for hire, mais ayant démontré la capacité à produire des jeux de façon consistante dans les temps, d'une certaine qualité, bénéficiera d'une meilleure valorisation qu'une société qui en est à son premier jeu. Et c'est tout à fait normal. Même si le track record de l'équipe qui a pu réaliser des jeux par le passé avant de créer le studio en question jouera également. Le pipeline, donc je l'ai mentionné également. Le business model a un impact parce que selon que vous êtes en work for hire, selon que vous êtes sur des créations originales, et les plateformes également, selon qu'on est en PC, console, mobile, qu'on est sur un segment de jeu, si on est sur du mobile, sur du hyper casual, du casual, du hardcore, ça aura des impacts. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte un par un et qui vont nous aider à dériver des éléments de valorisation. L'aspect technologie est important également. Est-ce que c'est notre technologie propriétaire? Est-ce qu'on on utilise un Unreal, un Unity ou autre? Ce sont des éléments qui sont clés. Et puis surtout, quel est le devenir des fondateurs? Donc là, je reviens sur le premier point, quelle est la vision? Est-ce que les fondateurs sont des gens qui restent à bord? Est-ce qu'on est sur une opération où on sort intégralement le fondateur qui veut réaliser son patrimoine et passer à une autre aventure? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est une opération dans laquelle l'équipe reste en place et va au contraire ouvrir son capital à ses employés pour mettre à bord tout le monde et créer une dynamique? Tout est entendable, mais ça peut avoir des impacts forts sur la valorisation. Donc, tout investisseur, qu'il soit financier ou industriel, va regarder l'ensemble de ces éléments, ensuite va regarder en détail votre business plan qu'il faut construire. Ça, c'est des choses que nous, cas par cas, on aide à la construction de ces business plans. Il y a un certain nombre d'automatismes à avoir et que ce soit dans la construction, dans la présentation. Ils vont regarder vos KPI divers et variés, qu'on parle de MAU, de taux de conversion, d'options de monétisation, qu'on parle de date de lancement, qu'on parle de budget, plus vulgairement et comptablement de méthode de comptabilisation, est-ce qu'on capitalise des choses ou pas, etc. Donc on construit ce business plan, on regarde tous ces KPI et on arrivera à se faire une idée de combien est-ce que ça vaut sur la base intrinsèque de ce business plan et à quelle transaction ou à quelle société comparable on peut utiliser comme benchmark pour dériver une valorisation. Et cet ensemble nous donnera une fourchette. Et c'est la même approche qu'auront les investisseurs financiers ou industriels. Donc il faut bien avoir en tête ces éléments parce qu'ils sont ce sont les éléments clés dans l'approche de la valorisation. Il y a un autre élément qui passe sur le slide qui est ce que vulgairement on appelle l'equity story, et donc l'histoire qu'on raconte. Ça revient un peu à la vision, c'est l'histoire qu'on raconte à l'investisseur est extrêmement importante pour orienter les choses d'une façon ou d'une autre et optimiser la valorisation. Ce qui influe également sur l'opération, enfin sur la valorisation, pardon, ça va être la typologie de l'opération. Est-ce qu'on est sur une opération de cash-in, donc d'injection de fonds dans la société pour accompagner son développement, sa croissance, financer des jeux, structurer une équipe, développer une tech, ou est-ce qu'on est sur une opération plus de cash-out dans laquelle les fondateurs vont matérialiser une partie de leur patrimoine? Typiquement, une opération de cash-in aura tendance à être mieux valorisée parce que l'investisseur se dira qu'il met de l'argent au travail sur un projet, plutôt qu'une opération de cash-out dans laquelle on se dira si le fondateur retire un peu de
d'argent substantiel ou non de l'opération, c'est peut-être un signal que il sera moins motivé demain. Et encore une fois, c'est pas une règle, c'est pas une règle générale. L'opération majoritaire ou minoritaire a également un impact. Sur une opération majoritaire, il y a un aspect changement de contrôle qui justifie généralement une prime dans la valorisation par opposition à une opération minoritaire. Donc on voit très clairement sur des dossiers qu'on a apportés sur le marché des deltas de valorisation qui peuvent aller jusqu'à 20-30%, voire plus dans certains cas, selon qu'on est majoritaire ou minoritaire, selon qu'on parle de montants plus ou moins importants. C'est pas systématique, mais ça peut avoir un impact également sur la valorisation. Et encore une fois, c'est pas forcément un mal parce que ça peut avoir du sens de faire une opération minoritaire avec une décote par rapport à un prix majoritaire aujourd'hui, parce qu'on pense que demain, ensemble, avec le nouvel investisseur, on vaudra beaucoup plus. Donc ça peut tout à fait avoir du sens. Et enfin, on remarque également des différences de valorisation entre les industriels et des financiers. Et souvent, c'est parce que l'industriel peut avoir soit des synergies d'un point de vue top line, parce qu'il va aider à accélérer en marketing, en communication, en publishing, quel que soit en relais de croissance internationaux, porter un jeu sur une plateforme, il peut multiples raisons. Ou en coût, parce qu'il peut aider à optimiser, parce qu'il aura des éléments de tech, parce qu'il aura des ressources qu'on n'aura pas besoin d'externaliser, ça coûtera moins cher de le faire avec lui que de le faire à une société de service qu'on aurait pu consulter par ailleurs. Donc il peut y avoir ces deltas également entre l'industriel et le financier. Alors, donc encore une fois, il n'y a pas une règle qu'on peut utiliser pour tout le monde. C'est du cas par cas. Et c'est des travaux qu'on est ravis de mener à vos côtés pour vous donner une idée de comment approcher la valorisation et comment est-ce qu'un investisseur, industriel ou financier, pourrait approcher la valorisation de son entreprise. Sur les paramètres typiques d'une opération, il y a plusieurs choses encore une fois à considérer. Ce qui est très fréquent aujourd'hui, ce sont des opérations qui incluent des earn-out. Donc ces earn-out, ce sont des paiements différés. C'est-à-dire qu'on va vous dire, votre société, je la valorise à 100, je vous en paye X aujourd'hui, et puis un delta demain. Les montants des earn-out ont tendance à être entre 1/3 et 2/3 du prix aujourd'hui. Encore une fois, ça va dépendre du stade de maturité et de la typologie d'opération. C'est plus fréquent sur des opérations majoritaires que sur des opérations minoritaires, mais il y en a également sur des opérations minoritaires. On a pu remarquer des opérations dans lesquelles les earn-outs sont extrêmement forts. Dans le cadre de l'opération qu'on avait menée sur Saber, il y avait à peu près 2/3 du prix qui était en earn-out. Dans l'opération qu'on a menée sur Spy Media aux US avec Embracer également, il y avait une grande partie du prix qui était en earn-out. Et c'est pas étonnant parce que on est sur des dynamiques dans lesquelles, au moment de l'opération, il y a un certain nombre de jeux qui sont dans les tuyaux, il y a un certain nombre de projets qui sont dans les tuyaux, qui vont se réaliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, dont la monétisation va durer plus ou moins longtemps selon la typologie de jeu dont on parle, et selon les plateformes. Et donc il y a une grosse partie d'embarquer, mais il y a aussi une grosse partie d'incertitude sur de quoi sera fait demain. Et donc ça justifie qu'une partie des prix soit différée en fonction des performances de la société et des jeux demain. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quel est le moyen de paiement. Les investisseurs financiers vont avoir tendance à vous payer exclusivement en cash. Les industriels vont avoir tendance, surtout s'ils sont cotés, mais également certains industriels non cotés, vont avoir tendance à rémunérer l'opération, à payer le prix dans un mix de cash et de titres. Et ça devient assez fréquent, notamment en ce moment parce que les industriels font beaucoup d'opérations de fusion-acquisition. Les opérations de fusion-acquisition ont tendance à favoriser l'augmentation de leur cours de bourse, et les studios qui se font racheter
vont y voir également leur intérêt dans la participation à cette aventure de construction d'un groupe d'une taille significative, et voyant cette création de valeur à laquelle ils vont participer, souhaitent se faire payer en titre de l'acquéreur, de telle sorte à avoir un kicker, un booster sur leur propre valorisation. Il y a une prise de risque non nulle, puisque le cours de bourse, les cours de bourse ne font pas que monter, mais dans la dynamique du marché général telle qu'elle s'est enclenchée depuis quelques années et les tendances qu'on voit pour les années à venir, c'est vrai qu'il y a les paiements en titres sont devenus des choses qui sont assez attractives pour nombre de studios qu'on a vu vendre leur société. Voilà. Dans le cadre, encore une fois, de l'opération Embrasseur avec Saber, il y a une grosse partie de l'opération qui était payée en titre. Et je crois que nos amis de Saber sont très heureux du parcours boursier d'Embrasseur et le groupe qu'ils sont en train de constituer. Si vous prenez l'opération de l'Enad Global qui a racheté des breaks dans les MMO, il y avait également une grosse partie qui était en titre. Voilà, donc ça devient très fréquent auprès de groupes quand les investisseurs sont des groupes cotés. Et puis vous avez un certain nombre de groupes privés qui sont pas cotés aujourd'hui, qui envisagent une cotation demain et qui proposent à ce titre de se faire régler en partie en titre également. Donc ça peut être des instruments très attractifs, mais à ce moment-là, il faut que le studio, les fondateurs, se soient posés des questions et fait un peu une espèce de due diligence inversée en se disant qu'est-ce que je pense de ce groupe, est-ce que je m'insère bien dans sa stratégie de croissance, est-ce que je peux lui apporter de la valeur, est-ce que les autres opérations qu'ils seront amenés à faire demain vont contribuer à ajouter de la valeur au-delà de la performance que moi j'apporterai, ou est-ce que ça détruise de la valeur et auquel cas est-ce que l'action est plus ou moins attractive pour moi. Alors, et dernier élément dans les différentes composantes d'un prix, c'est est-ce qu'on vend 100% aujourd'hui ou est-ce qu'on vend de façon progressive, et ça peut avoir une application sur la valorisation, puisqu'on peut obtenir un prix aujourd'hui pour la partie qu'on vend et un prix différent demain pour la partie qu'on s'est engagé aujourd'hui à vendre mais qu'on ne vendra que dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc tout ça sont des éléments à avoir bien en tête lorsqu'on envisage une opération. En termes d'implication opérationnelle sur la gouvernance, la nature de l'opération a un certain nombre de conséquences. Selon que c'est une opération minoritaire ou majoritaire, on y revient un petit peu dans la prochaine planche. Je vais passer ce point. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que dans toutes ces opérations, qu'on soit minoritaire ou majoritaire, les investisseurs ont compris que la question clé, c'était de laisser une grande autonomie, une grande indépendance créative et éditoriale aux studios. Et qu'en essayant de s'impliquer trop fortement, voire de s'impliquer tout court dans la créativité et la ligne éditoriale d'un studio, ils risquaient de dénaturer l'objet de leur convoitise et de détruire de la valeur. Donc, ce qui pouvait être il y a quelques années une intégration très forte, notamment au sein d'industriels, et utiliser en fait les studios achetés comme des sources un centre de développement et une capacité de développement a pas mal évolué, et maintenant les studios sont vraiment rachetés pour leur capacité de développement certes, mais surtout pour leur ADN et leur ligne éditoriale, et leur laisser libre cours dans leur projet pour pas risquer de les dénaturer et de détruire de la valeur. Puisque finalement, vous risquez de laisser filer les talents, et c'est ça qui est quand même au cœur des réacteurs de vos maisons respectives. Voilà. Et le dernier point sur anticiper, préparer les échanges de liquidités à terme, Julie en a déjà un peu parlé, ce sont effectivement des choses qu'il faut bien préparer en amont. Pour être certain que si vous avez vendu 60%, qu'est-ce qui se passe avec les 40% restants, et si on n'a pas bien prévu, ces 40% peuvent se retrouver avec une valeur qui sera moins bien appréciée plus tard. Il faut bien prévoir tous ces mécanismes en amont dans la structuration d'une opération. Julie, je te repasse la main peut-être sur les aspects de gouvernance. Oui, merci Nicolas. Donc, de manière très concrète, voilà, les impacts de partager son capital et de faire une levée de fonds, bien évidemment la dilution, donc il y a un lien absolument direct avec la valorisation dont Nicolas vous a parlé. Donc, les impacts d'une dilution en capital, c'est un impact en pourcentage de droits financiers et de droits de vote. Donc, droits financiers, très simplement, ça va recouvrir les droits
à percevoir le prix de cession en cas d'une opération de liquidité ou les droits à dividendes lorsque la société est suffisamment mature pour en distribuer. Et l'impact en droit de vote, là, on va directement toucher au pouvoir décisionnaire des actionnaires en termes d'opérations qui vont être exceptionnelles et toucher à la structuration du capital ou à l'affectation des résultats, à ne pas confondre avec les pouvoirs de gouvernance qui sont la direction opérationnelle de votre entreprise. Justement, en parlant de la gouvernance, dès lors qu'on va intégrer un partenaire, qu'il soit à la fois financier ou industriel, on aura généralement la création d'un board aux côtés de l'équipe de direction et du management, plus ou moins élargi en fonction de la taille de l'entreprise et des personnes clés qui la dirigent. Donc la création d'un board, après là pareil, pas de réponse, il n'y a pas de schéma uniforme qui sera le même pour tous les cas de figure. Le périmètre de décision de ce board, ça dépendra bien évidemment du partenaire actif ou passif que vous aurez intégré, du caractère majoritaire ou minoritaire, avec ce que vous a dit Nicolas aussi sur aujourd'hui la position des partenaires et leur prise de conscience sur laisser quand même une place importante au manager au management actuel pour diriger. Mais en tout cas, il y aura quand même la création d'un board, des réunions régulières pour informer, décider, partager le business plan de l'année à venir et des décisions un petit peu structurantes en termes d'investissement. Ensuite, une information financière régulière, puisque quand vous intégrez un partenaire dans le capital, vous gardez effectivement la main sur la direction opérationnelle et quotidienne de l'entreprise. Donc, en complément des réunions qui seront régulières, par exemple trimestrielles du board, en général, le partenaire vous demandera une information financière encore plus régulière, c'est-à-dire par exemple un système de reporting mensuel. Donc là, bien évidemment, c'est important de définir en amont un reporting qui soit faisable par les équipes qui sont dans l'entreprise, avec des KPI qui seront pertinentes liées à votre activité et demandées à votre investisseur. L'idée, c'est d'avoir vraiment une information régulière, je dirais mensuelle, voire trimestrielle, mais généralement mensuelle. Ensuite, vu que effectivement les fondateurs, dirigeants, ça dépend de la typologie du capital et de la direction, vont partager donc leur capital, leur pouvoir de décision dans la gouvernance, quel mécanisme de protection. Il y en a plusieurs. Pareil, on va vous partager des pistes de réflexion, nos partages d'expérience de ce qui existe. Et pour vous donner, nous, équipe Lamy Excel, un peu une idée de notre position dans ce type de projet, c'est justement d'accompagner les fondateurs dans la mise en place de manière anticipée de ces mécanismes de protection pour vous rassurer et aussi vous donner de la visibilité sur le fonctionnement avec un partenaire financier ou industriel. Donc, préserver la gouvernance, là, ce sera tous les aménagements qu'on peut donner dans les règles de majorité ou les droits de veto. Donc là, je reviens aux règles du board. Si le board a par exemple le pouvoir de décider l'approbation du business plan annuel, de décisions stratégiques d'investissement, des politiques de recrutement, il faudra s'accorder en fonction, là c'est difficile de donner une seule et même réponse aussi en fonction de si votre partenaire est majo et mino. Mais voilà, c'est intéressant de réfléchir en amont. Les fondateurs gardent une majorité, par exemple, au board, mais le partenaire aura un droit de veto sur vraiment des décisions très ciblées et très, très structurantes qui seront importantes. Sachant aussi que le travail qui est fait en amont, le BP dont on vous a parlé au tout début de la présentation, ça donne quand même une ligne de conduite et une vision. Donc, qui va s'inscrire justement, cette vision long terme, par exemple sur 3 à 5 ans, sur laquelle on aura une adhésion du partenaire et du management va être un peu la feuille de route. Donc du coup, ça donne un guide quand même aux travaux du board, même si bien évidemment un BP c'est une vision et une intuition, mais il sera amené à évoluer année par année. Ensuite, pour limiter justement la dilution en capital, alors on a un mécanisme du sweat equity qui est en fait de mixer en fait un investissement en capital, en actions, qui vient donc avoir pour conséquence de diluer les actionnaires actuels et de le mixer en fait avec un mécanisme d'obligation dont je parlais tout à l'heure, qui est un mécanisme d'emprunt, donc ça vous apporte du financement,
mais en n'ayant pas tout de suite du capital et voire jamais de capital, puisque finalement, la conversion de cet emprunt en action, donc en capital, se fera généralement en cas de non-remboursement ou en cas de protection de l'investisseur. Donc un investisseur, par exemple, qui apporte 1 million d'euros pourra avoir 800 000 en capital, 200 000 euros en obligation, et ça viendra justement protéger les droits financiers des actionnaires actuels. Ensuite, autre mécanisme de protection aussi et d'incentive quand on aura une création de valeur et en cas de surperformance, en cas de levée de fonds, les actionnaires actuels et fondateurs, managers, vont présenter un BP de croissance en allant avec un objectif à terme d'atteindre une performance. Et en cas justement de surperformance ou d'atteinte de cette performance lorsqu'elle est très ambitieuse, il est possible de mettre en place tout un tas d'outils juridiques pour venir en fait incentiver et attribuer une valeur supplémentaire aux fondateurs. Donc là, pareil, il y a plein de choses qui existent. C'est en fonction du BP, de la construction. Donc on peut avoir par exemple des actions de préférence qui sont attribuées aux fondateurs, qui viendront leur permettre de capter en fait une part de la plus-value plus importante que ce que leur donnerait en fait leur simple pourcentage. Donc c'est le financier qui va accepter de partager sa plus-value en cas de surperformance lors d'une opération de liquidité, ou alors lorsqu'il n'y aura pas de liquidité immédiate pour un fondateur, même lorsque le partenaire sortira, c'est de se reluer, donc pareil, de capter une partie du capital et donc de la valeur à terme supplémentaire. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'incentive qui sont quasiment systématiques dans toutes les opérations de levée de fonds. Là, on n'a pas le temps de rentrer dans les mécanismes juridiques et la documentation. Bien évidemment, vous aurez un pacte d'associés, donc on n'a pas envisagé tous les clauses et les opérations sur lesquelles on doit s'accorder, mais vous avez un pacte d'associés qui détermine en fait tous les droits et obligations des partenaires et des actionnaires fondateurs. Se faire accompagner et conseiller, bien évidemment, c'est nous qui vous le partageons, mais c'est vraiment le moment clé. Et surtout, toutes les entreprises ont un cabinet d'avocats lorsqu'elles vont dans ce type d'opération, mais vraiment, ce qui fera la différenciation aussi pour les fondateurs de bien vivre ce moment et de le vivre au mieux de leurs intérêts, c'est le moment qu'on choisit pour intégrer ces conseils. Et nous, notre vision chez l'AMI Excel, et que d'autres confrères partagent bien évidemment, c'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner nos clients en amont au stade de projet de la levée de fonds pour les accompagner et justement construire aux côtés des conseils financiers quels seront les impacts sur la gouvernance, d'anticiper et de faire dès lors des propositions pour le partenaire justement sur tous ces mécanismes d'incentive, les règles de majorité, d'être vraiment force de proposition pour vous protéger au mieux. Voilà. Et je vais revenir sur un dernier point avant de laisser la parole à Frédéric sur le sujet tant attendu de la bourse, je pense aussi. C'est juste une petite minute juridique sur tous les éléments de la valorisation que Nicolas a abordé. Il y a un gros enjeu quand même de propriété intellectuelle qui est lié à votre activité sur les droits d'auteur du développement en fait du jeu, des codes sources, mais aussi des visuels. Et vraiment, pour toutes les entreprises, nous, c'est notre retour d'expérience, c'est soyez bien vigilants et préparez aussi ces aspects-là, de protéger les droits de pays qui sont attachés à vos développements, notamment si vous avez une partie de sous-traitance du développement ou de la conception du jeu ou de ses éléments, c'est qu'il faut absolument avoir des contrats qui cèdent les droits de pays à l'entreprise. Et ça, il faut vous en assurer que vos pratiques sont conformes avec ce sujet et interroger un conseil avant même, pareil, ça fait partie des points clés qu'on vérifie en anticipation parce que là, pour le coup, c'est un élément majeur que Nicolas a évoqué dans la valorisation et c'est important, ce serait dommage de louper le coche sur cet élément-là. Et Voilà. juste pour ajouter là-dessus, Julie, un autre élément qui est clé sur les droits d'IP, c'est quand vous négociez avec vos publishers les droits de suite sur un jeu, les droits d'utilisation de l'IP dans d'autres médias.
être sûr que tout ça soit bien bordé et avoir un conseiller juridique à vos côtés à ce moment-là, ça a du sens. Parce que si vous avez un premier jeu qui cartonne et que vous avez abandonné les droits de suite, ça peut être un peu dommage et ça se ressentirait dans une valorisation. Si vous êtes approché après avoir fait un jeu qui cartonne pour porter le jeu sur d'autres médias, d'autres plateformes et que ça a été mal ficelé ou parce que dans l'excitation du premier deal de publishing, eh bien, on a laissé filer ses droits parce qu'on avait envie de signer rapidement. Voilà, c'est des choses ça peut être dommage, ou on a le sentiment que le rapport de force est pas en notre faveur parce qu'on est une jeune pousse et qu'on parle à des à des gens qui sont plus établis pour nous distribuer ou nous publier. Voilà, donc se faire accompagner pour bien encadrer tout ça, c'est important en amont parce que ça a des impacts à terme sur des valorisations et sur la monétisation des projets futurs que vous pourriez faire autour de ces mêmes IP. Donc, je vais vous prendre la parole pour vous parler de la bourse et les raisons qui pourraient vous conduire à envisager une introduction en bourse de votre société. Alors d'abord, un petit point quand même de rappel de tout ce qui a été dit d'une manière assez globale. L'introduction en bourse, dans la terminologie, vous entendez plus souvent parler d'IPO. On parle d'initial public offering, c'est-à-dire que globalement, la vertu de l'introduction en bourse s'accompagne dans la quasi-unanimité des cas d'une levée de fonds, et une levée de fonds essentiellement basée sur de l'equity, c'est-à-dire sur des actions, et qui va venir renforcer les fonds propres et pouvoir permettre de financer et assurer le développement de vos projets futurs. Donc, tout ce qui a été dit préalablement sur le private equity et sur toutes les anticipations de présentation, de structuration d'équipe, de valorisation de track record, de valorisation de portefeuille et autres sont bien évidemment toujours valables dans le cadre d'une introduction en bourse, quand bien même il ne s'agit pas d'un private equity. Un autre point aussi, la bourse, comme vous pourrez peut-être le présumer, n'est pas un vecteur qui permet de financer l'amorçage ou de financer un tour de cible par construction, puisque en fait ces mécaniques sont plutôt réservées à des sociétés plutôt matures dans leur écosystème ou dans leur organisation, ou qui arrivent à déterminer ou à présenter un portefeuille de produits déjà aboutis, fournis, ou permettant d'anticiper des développements futurs sur justement ce qu'indiquait Nicolas juste à l'instant sur les potentialités de suite sur des produits existants qui peuvent fonctionner. Bref, un track record et une equity story qui permettent en fait à la société de pouvoir aller démarcher le marché financier pour leur indiquer qu'elle souhaite envisager son développement par l'ouverture du capital d'un point de vue public. Là encore, l'ouverture du capital, ce n'est pas nécessairement uniquement pour financer des produits existants ou financer des développements futurs. Ça peut être là aussi dans l'idée d'une certaine consolidation d'acteurs, de pouvoir prétendre à lever des fonds pour consolider vos briques éventuellement techno, ou consolider vos portefeuilles de titres qui pourront intervenir après, et envisager du coup d'avoir des fonds et un effet de levier bancaire le cas échéant pour envisager de la croissance externe et consolider les marchés, tout comme on l'indiquait sur le private equity. Alors, sans parler des inconvénients de la bourse, puisque là, l'objectif est plutôt de parler des avantages, une des vertus premières d'une société cotée, c'est d'avoir des règles de fonctionnement qui sont standards. C'est-à-dire que, à la différence d'un private equity où on va avoir, en fonction d'un fonctionnement majo, minot, de la nature de l'investisseur qui va venir autour de table, les velléités vont être grandes de pouvoir s'assurer d'avoir un reporting renforcé, de pouvoir s'assurer d'avoir un minimum de priorité sur le prix futur de la vente potentielle de l'entreprise. Quand la société est cotée en bourse, ces mécaniques-là ne peuvent pas exister, parce que par construction, la mécanique fondamentale d'une société cotée, c'est le principe d'égalité des actionnaires, tant sur les droits financiers ou les droits à dividendes ou les droits à vendre les titres, à une quote-part du prix des titres futurs, mais aussi
c'est le droit et l'égalité de traitement en termes d'information. C'est-à-dire que vous avez dû entendre parler des problématiques de délit d'initié, puisque c'est souvent le délit dont on parle quand on parle de société cotée. Le principe d'égalité des actionnaires sur l'information fait que chaque actionnaire et chaque personne du marché qui est susceptible d'investir sur une société cotée doit avoir en permanence le même niveau d'information et en temps réel. Ce qui veut dire que globalement, toutes les mécaniques de droit d'information renforcé, éventuellement de droit de veto de certains actionnaires sur telle ou telle décision qui empêche éventuellement la gouvernance de pouvoir être un peu plus libre qu'une société lambda qui a des financiers au capital, va retrouver un certain intérêt dans le cadre d'une société cotée qui va fonctionner en fait avec les dispositifs assez simples du code de commerce qui sont le fonctionnement avec un board et le board qui reste responsable des orientations stratégiques et des décisions qui vont pouvoir être prises tous les jours sans avoir nécessairement à composer ou à demander l'autorisation de tel ou tel actionnaire avant de pouvoir prendre telle ou telle décision. Maintenant, ces vertus ont des contreparties, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes coté que du coup on empêche d'avoir une information renforcée. L'information, elle est effectivement renforcée, elle est égalitaire vis-à-vis des actionnaires et elle se fait d'une manière assez récurrente sur une périodicité qui vous obligeront à dévoiler, indiquer, anticiper vos résultats à période régulière pour pouvoir, encore une fois, alimenter le marché, les investisseurs existants et les investisseurs potentiels sur les résultats que vous allez pouvoir réaliser. L'intérêt de la bourse vis-à-vis des investisseurs, c'est aussi de pouvoir compter, ou en tout cas présumer une certaine crédibilité et structuration de l'équipe, puisque nécessairement, pour la réalisation de l'introduction en bourse, l'AMF notamment, mais Euronext pour certains cas particuliers, aura dû veiller à ce que la société remplisse un minimum de fondamentaux et un minimum de structuration qui permettront à terme de pouvoir alimenter le marché sur le marché des investisseurs, sur les reportings dont je parlais tout à l'heure. Un autre point de vue qui peut être très intéressant, qui est souvent le deuxième levier, c'est la vertu de la bourse qui permet d'accroître la visibilité et la crédibilité de l'entreprise cotée. Il s'avère que dans vos métiers, mais comme dans beaucoup de secteurs d'activité, vous pouvez être assez connu et reconnu sur une base sectorielle géographique. Et des fois, pour pouvoir avoir de la crédibilité et asseoir une certaine crédibilité, notamment à l'international, le fait de pouvoir décrire la structure et préciser que c'est une société cotée sur un marché financier français permet souvent de pouvoir ouvrir certaines portes, et notamment certains acteurs qui vont être plus gros, mais qui vont pouvoir présumer de votre crédibilité, de votre savoir-faire. Un point aussi important sur la crédibilité qui est indéniable et qu'il faut surtout savoir peser notamment dans vos métiers, c'est la faculté d'attraction que génère une société cotée, et notamment d'attraction des talents. Quand vous avez besoin de recruter des managers de talent, le fait de pouvoir indiquer que vous êtes coté, ça souvent faciliter les choses parce que effectivement cette notoriété va pouvoir donner un intérêt à certains talents qui ne seraient pas nécessairement venus en répondre à des offres, voire faire des candidatures spontanées pour pouvoir rejoindre votre équipe. Et un autre point qui peut être important sur les mécaniques d'incentive, on parlait tout à l'heure de pouvoir fidéliser les managers clés et de pouvoir les rémunérer peut-être en leur donnant une partie du capital. L'intérêt de la bourse a cette vertu qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire que à la différence d'une société qu'on peut dire dite fermée, c'est-à-dire qui nécessitera de trouver un acquéreur potentiel pour racheter en règle générale la totalité, voire à minima une majorité du capital, une société cotée en bourse peut se vendre par petits bouts parce que les échanges sont permanents sur le marché et que vos managers qui pourront bénéficier de stock options, d'actions gratuites ou autres mécaniques d'intéressement des managers sauront, sans avoir besoin d'avoir une politique de cession majoritaire, trouver une liquidité sur le marché avec une contrepartie et donc rendre liquide l'incentive que vous allez pouvoir leur donner sur des titres de la société.
Un point, et non des moindres, toujours là, j'irai peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce que Julie parlait à l'instant de la vertu d'un pacte d'actionnaires qui effectivement protège les intérêts minoritaires ou les intérêts des fondateurs qu'on puisse avoir vis-à-vis des financiers qui rentrent au capital. L'intérêt aussi de la bourse, c'est que par construction, les pactes d'actionnaires ne vont plus pouvoir survivre au moment de l'introduction en bourse, notamment pour des raisons d'égalité dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui veut dire que globalement, l'équipe de fondateurs retrouve une certaine dose de liberté, mais ça ne veut pas dire que l'introduction en bourse anéantit comme ça en un claquant de doigts le pacte. Ça veut dire aussi que dans la préconisation qu'on pourrait avoir sur les conseils, éventuellement sur la liquidité qu'on pourrait trouver pour les sorties de financiers qui rentreraient même dans le cadre d'un private equity, pensez quand même à avoir dans la clause de liquidité que rappelait Nicolas tout à l'heure, qui est très intéressante, notamment sur les perspectives de valorisation. Elle peut être aussi intéressante de dire que les mécaniques de pacte puissent s'annuler en cas d'introduction en bourse qui serait validée par le board, pour la simple et bonne raison, c'est qu'un contrat ne peut s'écraser que par l'unanimité des co-contractants, alors que la décision d'aller en bourse va passer par la simple majorité du board. Et vous risquez d'avoir une impossibilité éventuellement de prendre l'option d'aller en bourse pour la simple et bonne raison que le fait que votre pacte survive, il sera incompatible avec la capacité d'être coté en bourse. Voilà, on pourrait parler des heures sur l'intérêt et les inconvénients de s'introduire en bourse. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le thème là aujourd'hui et peut-être ce que je propose, c'est que, sauf à ce qu'il y ait des conclusions à rajouter ou des mots à ajouter, peut-être qu'on peut ouvrir les salles de questions ou de commentaires. Tout à fait, merci Frédéric. Ah, Guillaume, tu as ton micro coupé. Donc, on va regarder s'il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas, Guillaume, si tu as identifié des questions ou alors si vous en avez à partager de vive voix. Non, il n'y a rien dans le chat de particulier pour l'instant. Si, Mathilde, à partir de quand et quel niveau de valo peut-on entrer en bourse? Ah, ton micro est coupé. Je le faisais exprès parce que du coup, ça m'a permis de gagner du temps pour la réponse. En fait, ça va être une réponse qui va être très clairement, ça dépend. En fait, on est vraiment dans la même logique que ce qui est exprimé nos partenaires de chez Alantra. La temporisation qui permet de justifier une introduction en bourse, et sauf à parler de tour de seed ou de tour d'amorçage, est un peu la même que celle qui va donner la dynamique de faire entrer des investisseurs en private equity au capital. C'est-à-dire que le bon tempo, c'est le moment où vous aurez une equity story qui sera fiable et qui pourra être vérifiable et qui permettra de faire en sorte que vous aurez la confiance des investisseurs, et quelle que soit la modalité d'ouverture de votre capital, que ce soit en private equity ou en bourse. Le sujet sur le marché financier, c'est que vous allez adresser quand même et lancer une mécanique qui va être beaucoup plus importante en termes au moment de l'introduction en bourse et au cours de votre parcours boursier, qui va nécessiter quand même d'engager certains frais récurrents et qui justifie en fait que la maturité de votre entreprise soit faite, notamment au niveau de vos produits, mais aussi et surtout au niveau de la composition de votre équipe et de la structuration de votre gouvernance. Et si ces étapes-là ne sont pas remplies, ou en tout cas ne peuvent pas se remplir à très court terme après l'introduction en bourse, ça peut être beaucoup plus pénalisant que constructif dans votre développement boursier. J'espère avoir répondu à la question, même si j'ai le sentiment d'avoir fait un peu une réponse de Normand en disant ça dépend. Je compléterai également, Frédéric. On voit effectivement des entreprises qui rentrent en bourse à tout niveau de taille et de maturité. Ça dépend également de vos étapes de financement préalables. Des entreprises qui ont fait... vous n'avez pas forcément besoin d'être rentable pour rentrer en bourse. Et je prends le cas de Dontnod, par exemple, qui est rentré en bourse en 2018 de mémoire.
il devait faire entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires à l'époque, pas plus, peut-être un peu plus de 10 millions, et ils n'étaient pas encore rentables. Mais ils avaient un projet, ils avaient un pipeline, ils avaient un certain nombre toute une histoire à raconter, et la bourse a adhéré à leur projet, donc ils ont réussi à lever des fonds de leur opération et avoir le parcours qu'on leur connaît derrière. Donc le critère de taille n'est pas forcément le bon critère, c'est plus un critère de maturité et d'être prêt, d'avoir le bon projet, comme l'a rappelé Frédéric, pour rentrer en bourse. Oui. J'ai vu passer une question sur laquelle on va répondre très rapidement là, sur le coût potentiellement d'une cotation directe sur Access. Alors, juste pour que tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont peut-être déjà plus rodés que d'autres déjà sur les différents segments de marché. Access, pour les plus anciens, c'est le nouveau nom du marché libre, qui est un marché régulé, non réglementé, et qui, en fait, a la vertu de pouvoir avoir une cotation qui se fait notamment même sans introduction en bourse, juste en pouvant demander l'introduction sur le marché, sous réserve de respecter un nombre de critères qu'on ne va pas décrire aujourd'hui. Ce segment, si vous voulez, pour moi, en tout cas, en tant que praticien, je peux le conseiller quand on est dans un système de palier, qu'on a vraiment l'objectif de se développer et d'avoir un parcours financier. Si c'est juste pour avoir assumé ou assouvir une certaine dose de visibilité, je le déconseille parce qu'une fois qu'on est coté pour en sortir, c'est pas forcément très, très aisé. Et qu'effectivement, pour répondre à la question, vous aurez des frais qui sont bien plus importants que des frais de fonctionnement de société lambda, notamment parce que vous avez des frais de cotation qui se mettent dedans, qui doivent être. Après, c'est pas des montants astronomiques, mais ça pèse quand même sur votre BP. L'obligation d'avoir des commissaires aux comptes renforcés qui coûtent un peu plus cher, puisque chaque commissaire aux comptes n'est pas nécessairement en capacité de pouvoir vous donner les conseils qui vont avec. Donc, vous allez avoir nécessairement des acteurs moins bon marché en termes de fonctionnement. Et le cabinet d'avocats que je suis aussi, si on est dans le suivi juridique courant d'une société en private equity, ça coûte quand même bien moins cher. C'est un multiple de 1 à 10, pour être très clair, ne serait-ce que pour assurer le suivi courant d'une société cotée, même sur Access. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non, eh ben, un grand merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Évidemment, Julie, moi-même, Frédéric, sommes disponibles pour tout échange que vous jugeriez utile et pour vous accompagner le cas échéant. Idem côté Alantra, vous n'hésitez pas surtout à nous appeler. Il y a un certain nombre de questions que vous avez peut-être envie d'adresser en face à face, en one-on-one plutôt qu'en grand forum. Donc surtout, vous n'hésitez pas. On est disponible. Je suppose que vous avez nos coordonnées via Games Only ou dans la présentation. Donc vous nous faites signe. On est là. Nos coordonnées sont effectivement dans la présentation que Mathilde va vous pousser en dernière page de cette presse. Ouais, on verra la présentation avec le questionnaire de satisfaction. Mana, tu nous dis qui souhaite faire une levée. Alors, tu parles des adhérents qui sont ici ou Excuse-moi, c'est la suite en fait de ma question. Je saute dessus en fait. Est-ce que vous avez des conseils pour les petits studios indépendants qui souhaitent faire une levée? Excusez-moi, c'est vrai qu'il y a des messages qui sont mis entre les d'accord. entre les deux phrases. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des conseils? Parce que de ce que je comprends, voilà, il faut quand même, il faut avoir un track record, il faut avoir des managers qui ont déjà une certaine expérience, des choses comme ça. Il y en a qui sont dans ce cas-là, et puis je pense qu'il y en a d'autres comme moi qui n'ont pas forcément la capacité de montrer ce genre de choses-là. On a beaucoup parlé de raconter une histoire, j'ai l'impression, et de faire adhérer à un projet. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des conseils pour les petits studios, qui c'est un petit peu comme dans mon cas, qui ne sont pas en mesure de dire 10 ans chez Ubisoft à faire la partie mobile, je ne sais pas quoi. Non, alors je pense que tout ce qu'on disait sur le track record, sur l'équipe, c'est très vrai quand vous êtes plus sur une opération un peu plus consistante de cession ou d'ouverture du capital un peu plus importante.
dans le cadre d'une levée, ce qui est très important, c'est un peu la même chose que quand vous allez faire un pitch de publishing, sauf que le faire auprès d'un publisher, vous allez le faire auprès d'un certain nombre d'investisseurs. Il faut avoir bien préparé comme son histoire, bien décrit les jeux sur lesquels on travaillait, avoir fait un business plan avec les éléments qu'on a à disposition à date et qui par définition sera faux. Le but c'est d'être pas trop faux et ensuite d'aller trouver les bonnes personnes à qui parler. Donc c'est voilà, la préparation, elle va dans l'histoire qu'on va raconter, les jeux, les jeux qu'on veut présenter. Et évidemment, il y a plein de sociétés jeunes qui n'ont pas un track record, qui sont fondées par des entrepreneurs plein de pêche et qui n'ont pas 10 ans d'expérience et qui arrivent à lever des sous pour financer leur jeu, leur développement. Donc là, l'approche sera un peu similaire à celle comme je disais, d'un deal publishing, c'est bien mettre en avant son jeu, les étapes de développement, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, combien ça nous coûte, quel est le potentiel du jeu, ou des jeux ensuite. Comment est-ce qu'on va le marketer, avec qui, est-ce qu'on a déjà des idées, et ça vous aidera aussi à voir auprès de qui vous levez de l'argent. Est-ce que c'est un financement non dilutif au sens deal publishing? Est-ce que c'est de l'argent dilutif au sens venture capital ou industriel un peu passif, ou au sens financier un peu passif? Donc il faut bien caler quel est le projet, ce que vous cherchez. Tout ce qu'on disait autour de ces thèmes-là reste très vrai. Et une fois que ça c'est à peu près calé et tout ça c'est des choses qu'on vous aide à faire, on va adresser la bonne population et on vous aide à présenter ça à la bonne population d'investisseurs. Ok. Du coup, il faut cibler des investisseurs qui eux sont en capacité, enfin, qui ont la volonté d'investir dans des petits studios, dans notre cas en fait, dans des projets peut-être. Ok. Exactement. Ok. Merci. Vous allez pas rentrer sur le marché sans préparation. Il y a toujours une phase de préparation importante à faire en amont, que ce soit sur définir la bonne typologie d'investisseurs, calibrer les montants recherchés et présenter le projet, packager le projet pour le présenter de façon intelligente aux investisseurs que vous allez cibler. Est-ce qu'actuellement, parce que après, je sais pas où est-ce que jusqu'où va le partenariat avec votre cabinet et Game Only. Je sais qu'au niveau de Game Only, donc il y a des fonds d'investissement qui sont rapprochés en fait de l'association. Est-ce que vous les aidez? Est-ce qu'il y a ce partenariat? Est-ce que vous regardez ensemble justement ces fonds qui sont intéressés par l'industrie régionale? Alors là, je vais peut-être répondre. On est en train de structurer quelque chose, Mana, pour que ce soit le plus opérationnel et surtout le plus efficace possible pour les studios. Après, très franchement, il y a énormément de choses qui se sont développées là depuis janvier, donc je pense qu'on pourra communiquer sur quelque chose d'un peu plus structuré fin avril, sur tous ces sujets-là. Donc voilà, on en reparlera en tout cas. Ok. Donc, comme il parlait de la sélection des investisseurs, tout ça, du coup, Ok, merci. Je vois une question suivante. C'est des sujets qu'on peut aborder ensuite par ailleurs. Si vous voulez nous appeler les uns les autres, on peut bien sûr réfléchir ensemble. Je vois une question suivante sur est-ce que faire entrer des fonds, ça oblige à une croissance permanente? La réponse c'est oui et non. Le fonds qui rentre, il a vocation à sortir. Il n'a pas vocation à être là pendant 30 ans. Et s'il rentre, il fait pas complètement du bénévolat, donc il aura envie de faire un profit à terme. Donc oui, il faudra qu'au moment de sa sortie, il ait réalisé un certain profit, il ait réalisé une culbute sur son investissement. Est-ce que ça veut dire que dans le parcours, vous êtes obligé d'augmenter la taille de l'effectif, d'augmenter le chiffre d'affaires tous les ans? Non, il faut que sur la période, sur l'horizon de temps de l'investissement, vous ayez mis en place l'ensemble des actions nécessaires pour permettre au terme de l'opération de réaliser une plus-value pour l'investisseur.
Et l'investisseur va certainement pas vous dire d'aller. Si vous êtes sur une création originale, il va pas vous dire, écoutez, moi je veux qu'il y ait la croissance du chiffre d'affaires tous les ans, alors que vous en avez pour 3 ans de développement ou 4 ans de développement, quelle que soit la durée, et je veux du chiffre d'affaires, donc faites-moi du work for hire en parallèle, faites-moi du service en parallèle, histoire de faire du chiffre d'affaires. Si c'est ça revient à détourner vos compétences et vos équipes de votre création originale, tout ça pour les faire du chiffre d'affaires, ça n'a aucun intérêt, et c'est pas ce qu'il vous demandera. Donc vous aurez peut-être 3 ans de perte ou 3 ans de break-even, et le but c'est que quand le jeu sorte, là il y a une plus-value qui soit réalisée. Donc à des stades de développement qui sont assez jeunes, c'est pas forcément la croissance à tout prix. C'est s'assurer que le projet qui est porté en commun entre la société et l'investisseur aille à son terme et on lui donne toutes les chances de réussir pour maximiser le retour sur investissement de chacun. Si vous êtes sur une société qui est plus établie, qui a déjà un certain chiffre d'affaires, qui a peut-être 1, 2, 3 lignes de production en parallèle avec plusieurs jeux à différents stades de développement, l'un qui sera en production, l'autre qui est en pré-prod, l'autre qui est au stade d'idée, etc. Oui, là, il y aura une envie de s'assurer que tous les ans, il y a une croissance, parce que voilà, il faudra qu'il y ait une croissance à peu près régulière, qu'il y ait une stabilité. Voilà, alors, ça ne veut pas dire que dans le parcours, il peut pas y avoir une année qui est un peu moins forte qu'une autre, parce que le rythme de sortie des jeux fait que on n'a pas toujours une sortie tous les ans au mois de mai ou de façon régulière. Il peut y avoir des temps dans lesquels une année dans laquelle il y a moins de jeux qui sortent ou donc une année dans laquelle il y a un creux. Voilà. Donc le but c'est que l'investisseur s'y retrouve à terme. Et le parcours entre l'investissement et la sortie, il n'y a pas besoin d'être 10% de croissance par an. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est pas forcément nécessaire. Une question pour Julie, peut-être. L'accompagnement est crucial pour une levée de fonds. Peut-on avoir une idée du coût de celui-ci? Alors là, c'est pas une question, mais effectivement, l'accompagnement est crucial, c'est notre conseil. Le coût, pas possible de répondre ici parce que ça dépend tellement de la typologie de l'opération, des montants levés, du nombre d'investisseurs. Donc, pas possible. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est le mécanisme avec lequel on fonctionne, c'est-à-dire que on peut très bien vous rencontrer une première fois sans que ça implique une tarification et ensuite en fait on vous construit un devis en fonction du projet et nous on fonctionne au forfait, c'est-à-dire que vous avez soit une somme forfaitaire ou une fourchette au maximum, mais en tout cas vous avez une idée dès le début de notre mission en fait sur les honoraires. Côté Alantra, un peu la même réponse que Julie, c'est-à-dire qu'on va pas vous donner un montant maintenant. En revanche, la mécanique de rémunération du banquier d'affaires est beaucoup plus orientée au succès. Donc c'est le succès de l'opération, de levée de fonds, de cession, qui va donner lieu à une rémunération. Donc si on a un accompagnement qui n'aboutit pas, il y aura pas lieu à rémunération. Ensuite, on fonctionne sur un certain nombre de méthode de calcul de notre rémunération, en fonction de la taille de l'opération, du nombre d'investisseurs, de la complexité de le paramètre, et ça on peut en discuter en face à face. Mais ce qui est important côté banque d'affaires, c'est que ça fonctionne plus au succès de l'opération que sur une base de retainer. Est-ce qu'il y a quand même un coût fixe? Parce que là, il y a la partie variable, donc je pense représente donc la majorité en cas de succès. Quelle est la partie fixe sur la banque d'affaires? Traditionnellement, il n'y en aura pas. Okay. Je module un peu ma réponse, c'est-à-dire que sur des projets qui sont extrêmement complexes, sur lesquels on aurait une très faible chance d'aboutir pour plein de raisons, de complexité, de structure d'actionnariat, ou du moins où il y aurait du risque, mais une envie d'y aller quand même, on demandera peut-être un retainer. Mais c'est vraiment c'est assez rare. Dans l'ensemble, c'est plus des projets sur lesquels on est à 100% au succès. Okay. Après, encore une fois, ça dépend des banques d'affaires. Oui. On a un ADN très entrepreneurial, puisqu'on est entrepreneur nous-mêmes, et donc on essaye d'être totalement lié avec les entrepreneurs qu'on conseille. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de limiter cette part de fixe à une part quasi nulle. Et en revanche,
porte votre projet, on le réussit ensemble, on est intéressés ensemble. Et c'est quelque chose qui est très apprécié pour des entrepreneurs avec des échelles d'augmentation en fonction des paliers de valeur qu'on va aller chercher. Mais c'est notre réponse à nous. D'autres vont le faire. Vous ferez peut-être une réponse peut-être un peu moins entrepreneuriale. Voilà. Ok, merci. Ok. Mathilde, le mot de la fin? Eh bien, merci à tous pour votre présence. Merci à nos intervenants brillants sur ces sujets un peu complexes. Donc, en 1 heure, c'était quand même un sacré challenge d'aborder tout ça. Pour les adhérents qui sont encore là, le cycle continue. Alors, avec la situation actuelle, on a un peu mis en stand-by en attendant les annonces de ce soir. Mais on va dire que la fin du cycle consacré au sujet de la levée de fonds vous sera annoncée lors d'une prochaine newsletter et on devrait avoir la chance d'avoir une masterclass d'Alain Falk, le fondateur et dirigeant de Nekon, qui a fait une super introduction en bourse l'année dernière et qui viendra nous faire un retour d'expérience sur l'histoire de Nekon et comment ils sont devenus un des 5 aujourd'hui, une des 5 entreprises françaises du jeu vidéo cotées en bourse. Voilà, donc suivez bien la newsletter, les dates et créneaux arrivent pour la suite. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à repasser par moi et on essaiera de vous accompagner au mieux. Un grand merci en tout cas à tous. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir.